Ok, super. Merci. Du coup, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va voir l'appareil digestif. Donc, c'est un cours qui est fait en 3 parties. Donc, c'est un module dans le programme de la faculté. Donc, c'est un cours qui est fait en 3 parties. Dans une première partie, le prof va parler de la cavité orale, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac. Ensuite, dans la deuxième partie, le prof va parler de tout le système tubulaire de l'estomac, c'est-à-dire les intestins, l'intestin grêle, le duodénum, le iléum, le côlon. Et dans une troisième partie, il va parler des glandes qui sont annexées au tube digestif, comme le foie, le pancréas et la rate. Donc aujourd'hui, on va faire seulement la première partie, donc la partie qui parle de la cavité orale, du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac. Alors, une seconde. Donc, déjà, on va définir qu'est-ce que c'est l'appareil digestif. Donc, je pense que vous savez ce que c'est. C'est un ensemble d'organes, un ensemble de viscères qui ont pour fonction de rendre les aliments que l'on absorbe assimilables. Donc ça, c'est le premier but du tube digestif. Ce tube digestif, c'est pas seulement restreint aux intestins, ça inclut aussi le pharynx, l'œsophage, bref, la cavité orale. C'est pas restreint aux intestins comme le commun pourrait le comprendre. Donc, ce système digestif, c'est un système qui va parcourir tout le corps, depuis la tête, depuis la région cervicale, jusqu'au périnée, jusqu'à l'anus. Donc, il va traverser le cou, le thorax, l'abdomen, le pelvis, le périnée, et ensuite, il va se terminer sur l'extérieur. Et à ce système, on a annexé à ce système, on a tout un système de glandes qui gravitent autour. Et ces glandes, ils vont permettre de digérer les aliments, de déverser de la bile dans le tube digestif, de tamponner les sécrétions de l'estomac, etc. Mais ça, on reverra ça dans le cours, dans le troisième cours du coup de digestif. Donc, on voit ici que le tube digestif, il commence en haut au niveau de la tête, au niveau de la cavité orale, puis il se prolonge par le pharynx, puis l'œsophage, puis l'estomac, puis ensuite on a l'intestin grêle qui va communiquer avec le côlon. Le côlon, il va former une boucle qui va se terminer par le rectum, le canal anal et l'anus sur l'extérieur. Ok, donc on voit bien sur ce schéma que le tube digestif, il traverse l'ensemble de l'organisme. Donc il y a une remarque à faire sur le tube digestif, ou plutôt sur la structure du tube digestif, c'est que l'ensemble de ces segments ont une structure qui est constante. C'est-à-dire que si on fait une coupe histologique des segments du tube digestif, on va retrouver quelque chose de constant. Donc, depuis l'œsophage jusqu'à l'anus, l'ensemble des segments du tube digestif ont la même structure, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. Ok ? Est-ce que vous savez ce que c'est muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse ? Alors, c'est normal parce que vous avez jamais fait une histologie. Donc, la muqueuse, c'est la couche la plus interne d'un organe. Donc, on dit que les muqueuses, elles sont constituées d'épithélium, en fait. On va revenir sur ce terme. La sous-muqueuse, c'est la couche qui vient juste en dessous de la muqueuse, et c'est cette sous-muqueuse qui est innervée, et c'est elle qui contient les nerfs, celle qui contient les vaisseaux, et celle qui contient les lymphatiques. Ok ? La musculeuse, c'est du muscle. Okay. Il faut savoir que le muscle, on a des muscles qui sont bien individualisés dans leur gaine, mais on a des muscles qui sont contenus dans la paroi des organes digestifs. Par exemple, si vous faites une endoscopie de l'estomac, vous allez voir que l'estomac se contracte. Parce que l'estomac a une grosse couche musculeuse. Il y a 3 couches musculeuses. On verra plus tard. Et ensuite, la séreuse, c'est le revêtement de l'organe. On va voir que la plupart des organes du tube digestif de l'abdomen, ils seront recouverts de péritoine. Le péritoine, c'est une nappe qui tapisse les organes digestifs. Ok ? Donc, c'est une structure cette structure-là, on la retrouve de manière constante dans tous les organes du tube digestif. Alors, ça, je vais vous le sauter parce que c'est un peu précis pour vous. On le reverra peut-être à la fin. Donc, on voit ici la structure d'un organe digestif. On a d'abord une muqueuse qui est constituée de cellules. Cette muqueuse, elle est ensuite, en dessous de cette muqueuse, on retrouve la sous-muqueuse,
puis on a la couche de muscles, et ensuite on retrouve une séance. OK? Alors, il y a, d'après certains histologistes, entre la musculeuse et la sous-muqueuse, il y a une couche qui fait la séparation, c'est ce qu'on appelle, la muscularis mucosae. Bon, c'est pas super important à retenir, mais d'après certains, il y a cette couche-là. OK. Voilà. Donc ça, c'est la structure constante des organes digestifs. On va passer maintenant à la cavité orale. Donc, la cavité orale, qu'est-ce que c'est? C'est la portion initiale du tube digestif. C'est par là que les aliments sont absorbés. Donc, cette cavité orale, on va donner ses limites. Donc, la cavité orale, elle est limitée en haut par le palais. Donc, le palais, c'est à la fois le toit de la cavité orale, mais aussi le plancher de la cavité nasale. On va le revoir sur un schéma d'après. Donc, elle est limitée en bas par la région du cou. On va voir que cette délimitation, elle est assurée par 3 muscles, qu'on verra plus tard. Donc, cette cavité, elle est irrégulière et sa capacité, elle est fonction de son degré d'ouverture. Donc là, il n'y a pas de souci à propos de ça. Et elle a un rôle majeur dans la mastication, la gustation, l'articulation des sons, la salivation, etc., grâce à l'articulation temporomandibulaire. Toutes ces fonctions elles sont assurées grâce à la mandibule. Donc, vous voyez ici, sur une coupe sagittale médiane, la cavité orale, avec ici le plancher, enfin le palais tout simplement, qui sépare en haut la cavité orale et en bas la cavité nasale. En bas, on voit la langue, qui est un organe qui est beaucoup plus volumineux que ce qu'elle peut apparaître. Et cet organe, cette langue, elle va séparer la cavité orale de la région du cou. OK? Alors, cette cavité orale, on va la diviser en deux. On va la diviser en deux grâce au relief des arcades alvéolo-dentaires. Les arcades alvéolo-dentaires, c'est tout simplement les dents. Et en fait, ces arcades alvéolo-dentaires vont diviser la cavité orale en deux parties. L'espace qui va être compris entre les lèvres et les joues et les arcades alvéolo-dentaires, on va appeler ça le vestibule oral. Ça va être un petit sillon, ce sillon-là, qui s'appelle le vestibule oral. Et donc ça, c'est l'espace qui est compris entre les arcades alvéolo-dentaires et les joues. Et l'espace qui est dans les arcades alvéolo-dentaires, donc directement dans la cavité orale, on va appeler ça cavité orale propre. OK? Donc, si je vous le représente, le vestibule oral ou le vestibule buccal, eh ben, ça va être ça, cet espace qui est très fin et qui est compris entre les dents et les lèvres d'une part et les joues d'une autre. Et la cavité orale propre, c'est ce qui se trouve directement entre deux arcades alvéolo-dentaires. D'accord? Alors, il faut savoir que la cavité orale et le vestibule oral, ils communiquent même lorsque les dents sont fermées. Par quel espace ils communiquent? Ils communiquent par l'espace rétromolaire, donc l'espace qui se trouve en arrière de la dernière molaire. C'est pour ça que lorsque les patients ils ont une fracture de la mandibule, par exemple, fracture de cet os-là, est-ce que vous savez ce que c'est la mandibule? L'os de la mâchoire inférieure, on leur fait ce qu'on appelle un blocage intermaxillaire. On met des agrafes qui relient le maxillaire inférieur au maxillaire supérieur, la mandibule au maxillaire. Donc, les patients ont une mâchoire qui est immobilisée et on les nourrit grâce à cet espace rétromolaire. On fait passer la nourriture par le vestibule et la nourriture va pénétrer dans la cavité orale propre par l'espace rétromolaire. C'est pour ça aussi qu'on donne à ces patients des pinces. Parce que si ils ont un reflux, s'ils ont des vomissements, ce serait dommage de mourir par un blocage intermaxillaire. OK. Donc, la cavité orale, on va revoir ses délimitations. Donc, elle est circonscrite en haut par le palais, que sépare de la cavité nasale, en bas par le plancher oral. Donc, ce plancher oral, il est fait principalement de muscles, et en avant et sur les côtés, les arcades alvéolo-dentaires. Ça, il n'y a pas de souci. On va revenir sur le palais. Donc, le palais, on l'a dit plusieurs fois maintenant, c'est le toit de la cavité orale et le plancher de la cavité nasale. Ce palais, on va le diviser en deux parties. On va le diviser en palais dur et palais mou. Le palais dur, il va être dur. Le palais mou, il va être mou. C'est ce qu'on a derrière le palais dur. Donc, le palais dur, il est composé principalement de deux os qu'on appelle les os maxillaires
et les os palatins. Alors, vous verrez lorsque vous allez faire la spécialité numéro 12, que c'est la lame horizontale du maxillaire et le processus maxillaire du palatin qui participe à la formation de cette cavité orale, mais il n'y a pas de ce palais, mais il ne faut pas le retenir ici. Et le palais mou, c'est ce qu'on trouve en arrière du palais dur, en arrière de ces deux os que je vous ai cités. C'est ce qu'on appelle aussi la luette ou la glotte. OK ? Donc, ou le voile du palais. La luette aussi, on l'appelle le voile du palais. Donc, c'est ce qui se trouve en arrière du palais dur. C'est une cloison qui est fibromusculaire. Donc, lorsque dans le poli, on vous donne des descriptions histologiques comme ça, fibromusculaire, musculo-glanduleux, ça ne sert pas à grand-chose de retenir. Ça tombe quasiment jamais en anal. Et cette luette, elle va reposer sur la langue lorsque la bouche, elle est fermée. Vous pouvez faire l'expérience. Donc, et l'ensemble, c'est tapissé par la muqueuse nasale. Donc, on voit ici une vue inférieure, inférieure du palais. Donc, on voit en dessous des arcades dentaires, on retrouve le palais mou, et au-dessus des arcades dentaires, on retrouve le palais dur. Pour se situer, vous pouvez voir qu'ici, on a comme des petits reliefs qu'on appelle les rugae. Et ces rugae, c'est des vestiges embryologiques de la fusion des os maxillaires. Et ça rappelle que ça, c'est le palais dur. Bien tout simplement, vous voyez où il y a les dents, et c'est ça le palais dur. OK ? Donc, si je vous le représente sur un schéma du poli, ici, on a l'os maxillaire, là, on a l'os palatin, et là, on a le voile du palais. Là. OK. Donc, on va passer maintenant au plancher oral. Donc, on a vu la limite supérieure. Maintenant, on va voir la limite inférieure. Donc, le plancher oral, il est formé par la langue, et principalement 3 muscles de la langue, qu'il ne faut pas retenir, mais je vous les cite. C'est le muscle génio-hyoïdien, le ventre antérieur du muscle digastrique, le muscle mylo-hyoïdien, pas besoin de le retenir. Et ce plancher de la cavité orale, en fait, qui est la langue, elle va séparer la cavité orale d'un espace qui est ici et ici, qu'on va appeler la région supra-hyoïdienne. OK ? C'est la région qui est au-dessus de l'os hyoïde. Vous savez ce que c'est l'os hyoïde ? Alors, exactement, c'est là. C'est un os cervical antérieur, donc un os du cou, qui est situé à l'avant, et qui a une particularité, c'est que cet os, il ne fait aucune articulation. C'est-à-dire qu'il est suspendu grâce à des muscles, à des ligaments, mais il n'est pas articulé, il ne communique pas avec d'autres os. Cet os, rappelez-vous qu'il est situé en C4, c'est-à-dire au niveau de la 4e vertèbre cervicale. D'accord ? Donc, c'est un os qui est hyper important parce qu'il y a beaucoup de muscles de la langue, des muscles de la face qui vont s'insérer sur cet os hyoïde. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du muscle mylo-hyoïdien. Mylo, c'est l'adjectif pour dire la mandibule, et hyoïdien, c'est l'adjectif qui parle de l'os hyoïde. Oui. S'il est relié à aucun muscle, cet os-là, c'est quoi sa fonction ? Sa fonction, c'est de donner l'insertion à plein d'autres muscles de la face, du cou. Par exemple, il y a le muscle mylo-hyoïdien qui forme le plancher de la langue. Il est tendu entre la mandibule et l'os hyoïde. Il fait la jonction. Voilà, il fait la jonction. Il n'a aucune fonction locomotrice. Hein. Il ne fait pas de bouger, etc. Mais il a une fonction de support pour les muscles, si tu veux. Voilà, c'est ça. OK, on va passer maintenant aux lèvres. Donc, on a dit que les lèvres, ils limitaient en avant le vestibule oral. Donc, ces lèvres, ils sont constitués d'un muscle qu'on appelle le muscle orbiculaire des lèvres. Alors, faites attention, il y a plusieurs types de muscles orbiculaires. Il y a le muscle orbiculaire des paupières, le muscle orbiculaire des lèvres. Donc, ici, on va parler du muscle orbiculaire des lèvres. Ce muscle orbiculaire des lèvres, c'est un muscle qui est circulaire. OK ? Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner un autre exemple de muscle circulaire ? Vous avez vu dans le chapitre 1, normalement. Oui, les valves. Les valves, c'est pas tellement musculaire, c'est plutôt fibreux. Mais oui, mais c'est circulaire quand même. Il y a le sphincter externe de l'anus qui est circulaire. Le muscle orbiculaire des paupières, du coup. Voilà, c'est les seuls qui me viennent à l'esprit.
Voilà, mais comme c'est marqué dans votre poly, orbiculaire des lèvres et sphincter externe de l'anus. Donc ce muscle orbiculaire des lèvres, on le voit ici. C'est lui qui constitue la structure des lèvres. Et ce n'est pas marqué dans le poly, mais vous le verrez plus tard dans l'année, c'est que il y a d'autres muscles qui constituent ces lèvres. Donc, ce muscle, il est recouvert en superficie de peau, du coup, et en profondeur, il est recouvert de muqueuse buccale. Et la séparation entre la partie cutanée de la lèvre et la partie muqueuse de la lèvre, on va appeler ça le limbus labial. Ok, les joues. Elles ferment la cavité orale en arrière. Elles aussi, elles sont constituées de structures musculaires. On a principalement le muscle buccinateur, mais aussi d'autres muscles postiers de la face. Donc, le muscle buccinateur, ce n'est pas le seul muscle qui intervient dans la constitution des joues. Il y a aussi le muscle compresseur des lèvres, releveur de la lèvre inférieure. Ça, il n'y a pas besoin de le savoir. Ce n'est pas marqué dans votre poly. Et donc, comme les lèvres, elles ont une partie extérieure qui est cutanée, une partie intérieure qui est recouverte de muqueuse, exactement. Donc, sur ce schéma, on voit le muscle buccinateur qui est ici. Il s'insère sur le maxillaire et sur la mandibule. Donc, il va fermer l'espace entre ces deux os. Il est recouvert à l'extérieur de peau et à l'intérieur de muqueuse buccale. OK. Alors, la cavité orale, elle est ouverte par la fente orale. La fente orale, c'est l'ouverture de la bouche, qui est limitée par la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Il faut savoir que la jonction entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, donc cet espace qui est ici, on appelle ça les commissures labiales. OK? Donc, ça, c'est le limbus labial. Ça, c'est les commissures labiales. OK? Et ce sillon-là, on l'appelle le sillon nasolabial. Donc, ne faites pas d'amalgame. Distinguez les trois choses. Donc, cette cavité orale, elle communique en avant avec l'extérieur et en arrière, elle va s'ouvrir sur l'oropharynx. L'oropharynx, c'est une des trois parties du pharynx. On va y revenir tout à l'heure. Grâce à une ouverture qu'on appelle l'isthme du gosier. Retenez que ça s'ouvre par là-bas. Donc, l'isthme du gosier, qu'est-ce que c'est? C'est un espace qui est compris entre la luette en haut, les arcs palatoglosse et la langue. On va le revoir sur ce schéma-là. Donc, en avant, on a la fente orale. En arrière, on a l'ouverture de la bouche sur le pharynx. Et cette ouverture, en fait, c'est grossièrement ça. OK? Donc, en bas, elle est limitée par la langue. Sur les côtés, elle est limitée par des cloisons fibromusculaires qu'on appelle les arcs palatoglosses. Et en haut, la luette. OK? OK, on va passer maintenant à la langue. Donc, d'après le poly, c'est un organe musculo-membraneux qui est siège de l'organe du goût. Oui. Il y avait quelqu'un dans la salle Zoom qui avait fait Dan. De quoi? Il y avait quelqu'un dans la salle d'attente de Zoom pour. Ah d'accord. Est-ce que quelqu'un. Oula. Comment on fait pour. Tu sais comment on fait pour accepter quelqu'un? Alors, il faut pas ici. Mais elle est rentrée là dans la salle. Ouais, mais sinon, dans participant, et tu peux la mettre vraiment. Allez, parfait. Parfait. Je te ferme juste. Ça va. Voilà. Parfait. Du coup, bienvenue. On est à la langue. Donc, cette langue, c'est un organe musculo-membraneux siège de l'organe du goût. Elle participe à la déglutition. Elle a un rôle important dans la déglutition, à la mastication des aliments et à la phonation. Vous savez qu'il y a plein de papilles. Donc, juste pour votre culture générale, la perception du salé, elle se fait sur les parties latérales de la langue. La perception du sucré, elle se fait sur la partie médiane de la langue. Et la perception de l'amer, elle se fait sur la partie postérieure de la langue, en arrière
du V lingual. On va revoir ce que c'est. OK? Donc, cette langue, elle est constituée de deux parties. Une partie fixe, qu'on appelle la racine de la langue, et une partie mobile, qu'on appelle le corps de la langue. Donc, cette partie fixe, c'est cette partie-là qui est la partie inférieure de la langue, et la partie mobile, c'est cette partie-là que je vous ai entourée en rouge. OK? Attention à ne pas confondre, on a souvent tendance à confondre partie antérieure de la langue avec partie mobile et partie postérieure de la langue avec partie fixe. C'est faux. La racine, c'est la partie inférieure de la langue, c'est elle qui est fixe, et la partie plutôt supérieure, c'est elle qui est mobile. OK. Donc, ce corps de la langue, il comprend deux parties. Une partie horizontale, c'est cette partie-là, et une partie verticale. Partie horizontale, partie verticale. Donc, sur cette partie horizontale, on note la présence de deux sillons. Un sillon médial longitudinal, ce qu'on appelle le sillon médian, et un sillon transversal, le sillon terminal, qui est en forme de V ouvert en avant. On va revenir sur ça. Donc, ce sillon terminal, il va constituer la limite entre la partie horizontale et la partie verticale du corps de la langue. Et il y a une troisième chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici un petit frein de la langue, c'est un repli muqueux, c'est un épaississement de la muqueuse buccale. Donc, si on prend une coupe de la langue, si on prend une langue et qu'on l'étale, on peut voir qu'il y a un sillon ici, qu'on appelle le sillon médian, et ici, on a un sillon qu'on appelle terminal, qui est en forme de V, ouvert en avant. OK? Donc, en avant du sillon terminal, on va retrouver des papilles qu'on appelle les papilles circumvallées. Alors, vous savez qu'il y a 5 types de papilles dans la langue. Je ne me rappelle plus des noms, mais on a les papilles foliées, circumpulpées, circumvulaires, et après, je ne me rappelle plus des deux autres. Mais en tout cas, voilà. En avant du sillon terminal, on retrouve ces papilles qui sont dites circumvulées. En arrière, on va retrouver des formations lymphoïdes qu'on appelle les tonsilles linguales. OK. Ici, entre les arcs palatoglosses et les arcs palatopharyngiens, on va trouver ce qu'on appelle des tonsilles palatines. Donc, ces deux formations-là, elles appartiennent au système lymphatique. Donc, c'est des formations lymphatiques, d'accord? Vous vous rappelez des 5 choses qui constituent le système lymphatique? Rate, thymus, follicule lymphoïde, lymphocytes sanguins et vaisseaux lymphatiques. OK. Après, il y a des choses, bon, vous les apprenez quand vous ferez les schémas, mais il y a des choses qui relient la langue au larynx, les plis épiglottiques médians et latéraux. OK. Donc, la langue, elle est bien maintenue et elle est reliée à de nombreuses formations voisines. Donc, elle est reliée à l'osioïde grâce à des muscles qui vont constituer le corps de la langue. Elle est reliée à la mandibule. Vous avez dit qu'il y a un muscle dans la langue qui s'appelle le muscle mylohyoïdien qui s'insérait sur la mandibule. Donc, la langue, elle est rattachée à la mandibule. Elle est rattachée au processus styloïde. Donc, vous savez ce que c'est les processus styloïdes? Non. Les processus styloïdes, c'est des lames osseuses qui se détachent de l'os temporal. OK? Ces processus styloïdes, ils sont hyper importants parce qu'ils donnent insertion à de nombreux muscles de la face. Vous le reverrez en processus styloïde en large et en travers en SP12. Elle est rattachée au palais, du coup, grâce au muscle palatoglosse qui relie les muscles de la langue au palatin, et au pharynx, parce qu'elle communique avec le pharynx. Donc, retenez que la langue, elle n'est pas près de se collaber, elle n'est pas près de s'effondrer, elle est bien maintenue aux formations anatomiques voisines. OK? Vous savez qu'il y a 17 muscles dans la langue. Donc, les insertions, il y en a un peu de partout. Donc, on trouve dans la cavité orale des annexes. Donc, dans la bouche, on a plein de petits organes qui sont annexés à la cavité orale. Donc, on a d'abord les tonsilles. Donc, je vous ai montré ce que c'était les tonsilles. C'était des formations lymphoïdes qui se retrouvent soit en arrière du V lingual, soit entre les arcs palatoglosses et les arcs palatopharyngiens. On a les dents et les gencives, du coup. Donc, on va commencer par les tonsilles. Donc, on va revenir sur ces tonsilles. Ces tonsilles, on les appelle aussi les amygdales.
Donc, c'est des formations lymphoïdes qui sont situées entre l'arc palatoglosse et l'arc palatopharyngien. Donc, arc palatoglosse, cet arc qui est en avant plutôt, et palatopharyngien, c'est cet arc, cette formation, ce pilier fibromusculaire qui est en arrière. Et entre ces deux piliers-là, on retrouve ce qu'on appelle les tonsilles palatines. Okay, ces tonsilles palatines, lorsqu'elles grossissent, par exemple dans le cas d'une réaction d'auto-immunité, ben, elles peuvent grossir et dans ce cas-là, elles prendront le nom d'adénopathie, comme je vous l'avais dit dans le cours sur le système lymphatique. Oui. Mais c'est quel muscle qui retient la langue? Parce qu'on m'a dit que quand, par exemple, on s'évanouissait, Oui. on pouvait s'étouffer avec. Oui, c'est un muscle réflexe? Non, en fait, c'est le tonus musculaire qui retient la langue. Et lorsque on perd connaissance, eh ben, la langue, elle perd son tonus musculaire. Du coup, tout le massif lingual, il bascule en arrière. Et du coup, on a une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc, c'est un bloc. Voilà, c'est un bloc en fait. C'est un bloc. Ça, lorsque vous allez apprendre les gestes de premier secours, vous allez voir que lorsqu'une personne, elle tombe dans les pommes, il faut lui faire deux choses. D'abord, on fait ce qu'on appelle une subluxation du maxillaire inférieur. On met les pouces derrière la mandibule et on pousse en avant. Et on fait ce qu'on appelle l'hyperextension du chef. On prend la tête, on la tire en arrière. Okay, et ensuite, on met en PLS. Parce que la PLS, ce n'est pas une manœuvre de désobstruction des voies aériennes supérieures. C'est une manœuvre de maintien des voies aériennes supérieures libres. Okay, donc d'abord subluxation et ensuite PLS. Oui. Donc c'est par réflexe que la langue va rester à sa place. Et... Voilà, c'est ça. Elle ne va pas basculer en arrière. Okay. Et voilà. Et ce qui explique pourquoi lorsqu'on perd conscience, elle bascule. Ah, retenez quelque chose d'hyper important aussi, c'est que l'essentiel du tonus de la langue, de l'énervation motrice de la langue, elle est apportée par un nerf qu'on appelle le nerf hypoglosse. Glosse, c'est la langue, hypoglosse pour la langue. OK? Donc, attention, le prof fait très souvent tomber ce piège, c'est qu'il ne faut pas confondre les tonsilles linguales, qui sont ici, avec les tonsilles palatines, qui sont ici. Bien individualisées. Tonsilles linguales, c'est en arrière du lingual. Tonsilles palatines, c'est entre les deux arcs. D'accord? OK. Donc, les dents. On a 32 dents qui sont réparties en groupes de 8 dents dans chaque demi-arcade dentaire. Oui. Les tonsilles palatines, c'est relié au palais. En fait, c'est. Moi, j'avais une bonne image pour ça. En fait, c'est sous la muqueuse buccale, il y a des formations. Les tonsilles sont plaqués contre la paroi. En fait. C'est comme si. Tu vois ce que c'est un. Tu as déjà vu un abcès? Non. En fait, il y a comme une poche de muqueuse buccale, et à l'intérieur de cette poche, il y a les tonsilles. OK. Donc, on a 32 dents. Donc, vous savez combien on a de molaires, de prémolaires, d'incisives, de canines? Ça doit dater, ça, non? 4 canines, oui. 4 molaires. 4 molaires, non. 8 molaires. Non. Déjà, on va reprendre par les canines. 4 canines, d'accord. Incisives. 2. 4 où? En haut ou en bas ou en bas? 2 en haut et 2 en bas. Non. Incisives, on en a 8. 4 OK. Maintenant, les molaires, on en a combien? 8. Non. Est-ce qu'on compte 4. les dents palais? Oui. Tout est molaire. Ah, ok. OK. On a 12 molaires. Donc 3 dans chaque demi-arcade dentaire. 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Et ensuite, on a 8 prémolaires. OK. Donc, on reprend. On a 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires, 12 molaires. OK. Donc, la partie visible de la dent, c'est ce qu'on va appeler la couronne. Donc, c'est la partie où on retrouve l'émail. Rappelez-vous, il n'y a pas d'émail dans la racine. Et la partie invisible de la dent, qui est dans sa crypte osseuse, on va appeler ça la racine. Donc, les gencives, on les considère comme un bon repère de la jonction couronno-radiculaire. Donc, au niveau des gencives, on passe de la couronne à la racine. Alors, il faut savoir que c'est un peu imprécis puisque la jonction couronno-radiculaire, elle se trouve un peu au-dessus des gencives. Et la véritable jonction, c'est ce qu'on appelle le collet. Okay, le collet de la dent, c'est la jonction entre la couronne et la racine. Donc, la couronne des dents, elle est recouverte d'émail. Attention, il n'y a pas d'émail
sur la racine des dents. Vous allez voir l'embryologie de la dent, c'est hyper compliqué, mais il n'y aura pas d'émail parce qu'il y a une induction qui se fait au niveau de l'embryologie, qui se fait au niveau de la couronne et qui ne se fait pas au niveau de la racine, et qui explique pourquoi l'émail ne se dépose pas au niveau radiculaire. Donc, la racine dentaire, au niveau de la racine, on va retrouver le sément à la place de l'émail. Donc, c'est l'équivalent de l'émail, si vous voulez. Et toutes les dents, elles sont logées dans une crypte osseuse qu'on appelle les alvéoles. OK ? Donc, ces alvéoles, c'est des trous qui se trouvent dans la mandibule, qui vont permettre, via des petits trous dans la mandibule, d'apporter les nerfs et les vaisseaux qui irriguent la dent. Et ces dents, elles sont maintenues dans leur alvéole dentaire par ce qu'on appelle le ligament dento-alvéolaire, ce qu'on appelle aussi le parodonte. OK ? Donc, ici, on voit une représentation de la dent. Donc là, on a l'émail. Là, on a le sément. D'accord ? Là, on a le premier tissu de la dent qu'on appelle la pulpe. OK ? Là, on a ce qu'on appelle la dentine. D'accord ? Là, on a le ligament dento-alvéolaire qui relie la dent à l'alvéole. Et là, on a l'alvéole. Et on voit qu'à travers cette alvéole osseuse, on a le nerf dentaire qui pénètre dans la dent, qui pénètre grâce à des petites orifices qu'on appelle les canaux de Volkmann. Donc, les gencives. Les gencives, c'est un épaississement de la muqueuse buccale. OK ? Donc, c'est tout simplement un endroit où la muqueuse buccale est plus épaissie, comme pour la luette ou pour le frein de la langue. Elle est composée d'un tissu conjonctif dense, le chorion, et de la muqueuse. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tissu conjonctif? Non. C'est en fait les tissus conjonctifs, vous allez le voir en première année, au deuxième semestre, c'est des tissus qui ont une fonction de remplissage du corps. Donc, on a les tissus qui sont très fonctionnels, comme les épithéliums, et entre ces épithéliums, on a toute une sorte de matrice, ce qu'on appelle une matrice, qui est constituée de plein de lipides, de protéines, etc., qui assure le remplissage des trous, en fait. Alors, pardon. Donc, elle recouvre les os alvéolaires et le collet des dents. Donc, cette gencive, elle est à la fois sur la mandibule et à la fois au niveau de la jonction corono-radiculaire. Donc, ça, c'est logique. Donc, là, je vous ai mis un petit rappel d'histologie. Donc, les tissus, un tissu, c'est... lorsqu'on va vous parler d'un tissu, c'est toujours... Pensez directement, tissu égale épithélium plus tissu conjonctif. Oui. L'histologie, c'est quoi déjà? L'histologie, c'est l'étude des tissus. OK ? Donc, lorsque vous pensez à un tissu, dites-vous qu'il y a toujours un épithélium, on a toujours des cellules épithéliales, et en dessous de ces cellules épithéliales, on a un tissu conjonctif. Et en fonction de leur localisation et de leur fonction, on va appeler ces épithéliums et ces tissus conjonctifs avec des éponymes différents. Donc, au niveau de la peau, l'épithélium, ça va s'appeler l'épiderme. Le tissu conjonctif, ça va s'appeler le derme. OK ? Donc, l'épiderme, ça contient les cellules épithéliales de la peau. Et le derme, ça contient tout ce qui est matrice de la peau, tout ce qui est nerfs, tout ce qui est vaisseau, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pour le tube digestif. Donc, pour le tube digestif, eh ben, l'épithélium, on l'appelle tout simplement épithélium, ça n'a pas de nom particulier. Ce qui est plus intéressant, c'est que le tissu conjonctif qui est juste en dessous, on va l'appeler le chorion. OK ? Très bien. Et du coup, on a fini la cavité orale. Est-ce que vous avez des questions à propos de la cavité orale? Non? Très bien. OK, donc le pharynx, qu'est-ce que c'est? C'est un conduit qui est musculo-membraneux, qui s'étend depuis la base du crâne jusqu'à l'orifice supérieur de l'œsophage. Donc, le pharynx, il faut savoir que ça ne commence pas au niveau de la cavité orale, ça commence beaucoup plus haut, au niveau de la cavité nasale. Okay, ça se fixe sur la base du crâne. Et ce pharynx, on va voir qu'il fait environ 15 cm, eh ben, il se termine au niveau de la 6e vertèbre cervicale, au même niveau vertébral où l'on retrouve un cartilage qu'on appelle le cartilage cricoïde. D'accord? Si je vous le représente ici, donc en haut, on ne le voit pas, mais normalement,
le pharynx, il remonte beaucoup plus haut, il se fixe au niveau de la base du crâne, donc à ce niveau à peu près, et il descend jusqu'à la 6e vertèbre cervicale, au même niveau endoscopique que le cartilage cricoïde. Oui, et sa fonction, c'est quoi? Alors, c'est une voie de passage du bol alimentaire, si tu veux. Mais il y a déjà, on dit que le pharynx, c'est un carrefour qui est aérodigestif. Pourquoi? Parce qu'il laisse passer à la fois l'air et à la fois les aliments. Okay, donc, retiens que c'est une voie de passage à la fois de l'air et à la fois des aliments. Ça, c'est sa fonction. Et il permet de faire, en fait, communiquer la cavité orale avec l'œsophage. Mais il est constitué de deux parties, une pour l'air et une pour les aliments? Non, tout passe en même temps. Tout passe en même temps. Et au niveau de la 6e vertèbre, au niveau de la... Alors, attends. J'ai un mauvais souvenir de ça, mais je crois qu'au niveau donc, du cartilage thyroïde, il est situé en C4, au niveau de la 4e vertèbre cervicale, il fait passer l'air dans le larynx. Et au niveau de la 6e vertèbre cervicale, il fait passer les aliments dans l'œsophage. Donc ça se sépare au bout d'un moment. Voilà. Et au bout d'un moment, ça se sépare. Au niveau de ce qu'on appelle le laryngopharynx. OK? Il y a un schéma d'après, et j'ai un schéma juste après qui vous le montre. Donc, retenez juste qu'il se fixe en haut au crâne et qui se termine en bas au cartilage cricoïde, au bord inférieur du cartilage cricoïde, pour être plus précis, à la hauteur de la 6e cervicale. Donc, le pharynx, il est constitué de 3 parties. Une partie qui donne sur la cavité nasale, qu'on appelle le nasopharynx. Une partie qui donne sur la cavité orale, qu'on appelle l'oropharynx. Et une partie ici, qu'on voit très mal sur le schéma, mais qui le sépare, à un moment, qui le sépare du larynx. C'est ce qu'on appelle le laryngopharynx. Donc, à ce niveau-là, l'air va passer devant, dans le larynx, puis la trachée, et les aliments vont passer derrière, continuer leur trajet dans le pharynx, puis dans l'œsophage. Là, il y a une division qui est un peu plus schématique. Donc là, on voit la cavité nasale. Là, on voit la cavité orale. Donc l'air pénètre ici, va dans le pharynx, dans le nasopharynx, puis l'oropharynx, puis le laryngopharynx pour continuer son trajet dans le larynx. Les aliments passent par la cavité orale, puis l'oropharynx, puis le laryngopharynx, puis l'œsophage. Et oui. Est-ce qu'il y a un muscle entre les deux pour voir, par exemple, qu'un aliment passe dans... Alors, il y a ce qu'on appelle l'épiglotte. L'épiglotte, c'est un petit cartilage. On dit qu'il a la forme d'une feuille et de son pétiole. C'est un clapet, en fait. Il obstrue le larynx au moment de la déglutition des aliments. Donc, lorsqu'on mange, le larynx, il est fermé par l'épiglotte. En fait, si tu veux, cette épiglotte, elle n'est pas mobile. C'est le larynx qui va s'élever, qui va se plaquer contre l'épiglotte. OK ? C'est un peu la physiologie du larynx, et vous allez revoir ça normalement en SP12. OK. Donc, le pharynx, il faut savoir qu'il est situé en regard des 6 premières vertèbres cervicales. Donc, il commence en haut au niveau de l'atlas, et il se termine en bas au niveau de C6. Donc, comme je vous l'ai dit, il communique à la fois avec la cavité orale, avec la cavité nasale, je remplace ici du pharynx par la cavité nasale, et du larynx. Donc, cette communication, elle entraîne la division du pharynx en 3 étages, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Donc, le nasopharynx, il communique avec la cavité nasale par ce que l'on appelle les choanes. Les choanes, c'est l'ouverture postérieure des fosses nasales. D'accord ? Donc, en avant, on a ce qu'on appelle l'ouverture piriforme, ou les narines. Et en arrière, lorsqu'on a la communication avec le pharynx, on appelle ça les choanes. Ces choanes, elles sont limitées en haut par, de mémoire, le sphénoïde, et sur les côtés par les 2 os palatins. Donc, l'oropharynx, il va communiquer avec la cavité orale par l'isthme du gosier. Ça, on l'a vu plus tôt. Hein. Et là, on vous montre ces trois ouvertures. Donc, si on prend la paroi postérieure du pharynx et qu'on la sectionne, on voit déjà une première chose, c'est que le pharynx, il a la forme d'un entonnoir. Donc, son calibre va se réduire en fonction de son trajet descendant.
Donc, en haut, il va communiquer par les coans, donc ces ouvertures-là, avec les fosses nasales. Au milieu, il va communiquer avec la cavité orale. Donc là, on voit la luette pour se repérer grâce à ce qu'on appelle l'isthme du Gaudier. Il va communiquer avec le larynx par cette ouverture-là, qu'on appelle le laryngopharynx. Et dommage que j'ai mis le rectangle ici, parce que ici, on voyait bien la luette. OK. Donc, ce pharynx, comme je vous l'ai dit, il a une longueur environ de 15 cm. Donc, si on le prend depuis son origine, la partie proximale jusqu'à sa partie distale, on a 15 cm. Il a une épaisseur, c'est-à-dire la distance entre sa paroi antérieure et sa paroi postérieure, son diamètre sagittal, il est constant, ce diamètre, et il fait environ 2 cm. Par contre, sa largeur, donc son diamètre plutôt frontal, il a une dimension variable, et il varie en fonction des segments que l'on considère. Si on prend le nasopharynx, on a une largeur d'environ 5 cm. Si on prend l'oropharynx, on a environ 4 cm. Et si on prend le laryngopharynx, on a environ 2 cm. Donc, retenez bien ces mesures-là, parce qu'elles sont dans le poly aussi. OK. Donc, le pharynx, il a une histologie qui est un peu différente de la règle que je vous avais évoquée au début du cours. Donc, le pharynx, il a 4 tuniques concentriques qui sont de l'intérieur vers l'extérieur, une muqueuse, donc on a la muqueuse du pharynx, une armature fibreuse, donc là on n'a pas de sous-muqueuse, on a plutôt des fibres autour de la muqueuse, ce qu'on appelle le fascia pharyngo-basilaire. On a une musculeuse qui est formée de muscles striés squelettiques, donc on peut commander les mouvements du pharynx, puisque c'est strié, et on a une aponévrose périphérique, c'est-à-dire une gaine fibreuse qui entoure l'ensemble des muscles du pharynx, ce qu'on appelle l'aponévrose péripharyngienne. Ok, ça c'est des éléments histologiques. J'aime pas trop moi, ça me saoulait d'apprendre ça à l'époque. Là, normalement, il y avait une petite vidéo, mais elle n'est pas sortie. Ok, on va passer maintenant à l'œsophage. Donc, l'avant-dernier organe que l'on va voir. Il nous reste l'œsophage et l'estomac. Est-ce que vous avez des questions sur la cavité orale et le pharynx pour l'instant? Non? Ça va. Parfait. Donc, l'œsophage, qu'est-ce que c'est? C'est une voie de passage du bol alimentaire. Là, il n'y a plus d'air qui passe que les aliments. Donc, c'est un conduit musculo-membraneux qui fait suite au pharynx à la hauteur de la 6e vertèbre cervicale. Donc, il continue directement l'ouverture, enfin, le trajet du pharynx. Et cet œsophage, il va se terminer en s'abouchant sur l'estomac. Donc, il va communiquer avec l'estomac à la hauteur de la 10e vertèbre thoracique avec un orifice avec lequel il communique par l'intermédiaire du cardia. Donc, la jonction entre l'œsophage et l'estomac, on appellera ça le cardia. Attention à ne pas confondre avec la caréna. La caréna, c'est l'endroit où la trachée, elle se divise en deux. Okay, le cardia, c'est l'orifice de communication entre l'œsophage et l'estomac. Donc, si on regarde un peu le trajet de l'œsophage dans le thorax, on voit que cet œsophage, qui est là, il est situé en arrière du pédicule pulmonaire, ici gauche, et en arrière du cœur. Donc là, ici, on voit le cœur avec la cavité péricardique. Donc, c'est un organe qui est vraiment très postérieur. Si on prend une vue postérieure du médiastin postérieur, cette vue, elle est un peu compliquée. En gros, on regarde la personne de derrière. D'accord? On enlève la colonne vertébrale et on regarde la personne de derrière. On voit que l'œsophage, il est situé en arrière de la trachée. Donc, s'il est situé en arrière de la trachée, il appartiendra au médiastin postérieur. On est d'accord? Puisque la limite entre médiastin antérieur et médiastin postérieur, c'est la trachée. Donc, il est situé en arrière de la trachée. Et vous pouvez voir qu'à sa terminaison, il fait une sorte d'inflexion à gauche. C'est pour ça qu'on dira que l'œsophage, il est dévié vers la gauche à sa terminaison. Donc, cet œsophage, il a une particularité. Oui. Oui, monsieur. Tu as dit qu'il fallait une inflexion à gauche. Là, on était en vue postérieure. En vue postérieure, bravo. Du coup, c'est pas à droite. Du coup, ce serait à droite. Donc, tu as raison, je me suis trompé. C'est parce que là, on ne voyait pas la terminaison de
je me suis dit aussi, on ne voyait pas la terminaison de l'œsophage. Là, on voit sa partie thoracique. Vous allez voir que sa terminaison, il fait bien une inflexion à gauche. Regarde. Très légère. Hein, je ne sais pas si tu le vois ici. L'œsophage, il va légèrement à gauche à sa terminaison. Et peut-être, voilà, ici tu le vois mieux. À partir du moment où il passe le diaphragme, il fait une inflexion à gauche. Ok. Donc, je me suis trompé, autant pour moi, désolé. Ok. Donc, l'œsophage, il partage de nombreux rapports avec des organes. Donc, on comprend qu'un organe qui est si long, il ne peut qu'avoir beaucoup de rapports avec d'autres organes. Donc, il est situé en position centrale, en avant du rachis, en arrière de la trachée et de l'atrium gauche. C'est hyper important. Retenez que l'œsophage est situé en arrière de l'atrium gauche. C'est une question qui tombe chaque année. Ne tombez pas dans le piège, donc retenez bien ce rapport. Donc la question, je vous l'ai déjà dite, l'œsophage il appartient au médiastin postérieur. Donc, on voit ici l'œsophage qui est là, avec en arrière l'aorte, avec l'aorte thoracique ici. Là, on voit l'atrium gauche, et on voit qu'en arrière de cet atrium gauche, on retrouve l'œsophage thoracique. Bon, l'œsophage, il faut savoir qu'à sa terminaison, il fait une inflexion à gauche, comme on l'a dit, et il se termine sur l'estomac. Et cette partie abdominale de l'œsophage, elle est cachée par le lobe gauche du foie. Vous savez que le foie, il a deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, qui sont séparés par l'insertion d'un ligament qu'on appelle le ligament falciforme, qui est ici et qui relie le foie au diaphragme. Et ce ligament, il va permettre de séparer le foie en deux. Et en l'occurrence, ici, c'est le bord gauche du foie qui masque la terminaison de l'œsophage. Ok, donc l'œsophage, il faut savoir qu'il fait environ 25 cm. Donc si on fait une endoscopie et qu'on veut à peu près évaluer la longueur entre le pharynx et l'estomac, on aura environ 40 cm, puisque la longueur du pharynx, c'est 15 cm, et la longueur de l'œsophage, c'est 25 cm. Très bien. L'œsophage. L'œsophage, il est constitué, comme tous les autres segments du tube digestif, par une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une séreuse. Donc, la muqueuse, elle est constituée d'un épithélium pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Ça me paraît du chinois, non? Alors, on va prendre chaque terme. Donc, épithélium, ça veut dire qu'on a des cellules épithéliales dans le revêtement. Vous savez comment on les caractérise, les cellules épithéliales? Non. On les caractérise grâce à un marqueur qu'on appelle la cytokératine. Par exemple, si vous avez un cancer de l'œsophage, qu'on donne une biopsie à un anapathe, il va voir si la cytokératine est présente dans les cellules. Si la cytokératine est présente dans les cellules, eh bien, c'est des cellules de phénotype épithélial. Donc, dans ce cas-là, le cancer, on va l'appeler un carcinome. Ne retenez pas ça, mais retenez seulement que la cytokératine, c'est un marqueur des cellules épithéliales. Pavimenteux, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme pavimenteux, il se rapporte à la forme de la cellule. Une cellule qui est pavimenteuse, c'est une cellule qui est plus large que haute. Un pavé, pavimenteux. Stratifié, ça veut dire qu'on a plusieurs couches, au moins deux. OK. Non kératinisé, ça veut dire que cet épithélium ne contient pas de kératine. Alors, retenez de manière plus générale, le seul épithélium qui est kératinisé, c'est la peau. Le seul endroit où on trouve la kératine, c'est la peau. Donc, ici, dans l'œsophage, on a cette structure-là. On a plusieurs couches de cellules qui sont plus larges que hautes. OK. Oui. C'est pour ça qu'on retrouve des poils sur la peau, c'est pour voir ça. Alors, c'est pas tellement par rapport à ça. C'est que au niveau du derme, on a les follicules. Enfin, c'est juste lié au fait qu'au niveau du derme, on a les follicules pileux, mais c'est pas lié au fait qu'on produit de la kératine. Déjà, d'ailleurs, la kératine, elle n'est pas produite par les cellules épithéliales au niveau de la peau. Parce que moi, quand je fais la kératine, c'est par rapport aux cheveux. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les cheveux aussi, on retrouve beaucoup de kératine. Tu as raison, mais on n'en retrouve pas. C'est pas lié au fait qu'on ait ce type d'épithélium-là.
Ok, ensuite on a une sous-muqueuse qui n'est pas caractérisée dans le poli. On a une musculeuse qui a une particularité, c'est que cette musculeuse elle est constituée de deux types de fibres musculaires. Dans les deux tiers supérieurs de l'œsophage, on a des fibres musculaires qui sont dites striées. Et dans le tiers inférieur de l'œsophage, on a une musculaire qui est lisse. Okay, donc, les deux tiers supérieurs, ils ont une musculeuse qui est similaire au pharynx. Et dans le tiers inférieur, on a des fibres musculaires lisses qu'on va appeler une adventice. Okay, donc, les deux tiers supérieurs, ils sont sous le contrôle de la volonté, alors que le tiers inférieur, non. Donc là, je vous montre une structure de l'œsophage. Ici, on a la muqueuse, qui est constituée de plusieurs strates de cellules épithéliales. Ensuite, on a la sous-muqueuse, on a la musculeuse. Dans les deux tiers supérieurs, c'est strié, dans le tiers inférieur, c'est lisse. Et ensuite, on a la séreuse. On va passer maintenant au péritoine. Alors, le péritoine, c'est une partie. Ça va galérer pour comprendre comment ça s'organise dans la cavité abdominale. C'est une partie du cours qui est assez abstraite. Donc, première chose qu'il faut savoir sur ce péritoine, c'est que c'est une enveloppe séreuse qui tapisse la cavité abdominale. En gros, c'est comme un drap, en fait, qui se moulerait aux parois de l'abdomen et aux organes digestifs. Donc, ce péritoine, il est divisé en deux parties. Alors, il divise en deux parties. Le péritoine pariétal, c'est le péritoine qui tapisse les parois de l'abdomen. Et le péritoine viscéral, c'est le péritoine qui tapisse les organes digestifs, qui tapissent les viscères. Donc, ici, je vous représente le péritoine pariétal. C'est ce péritoine-là, cette partie bleue, qui se moule aux parois de l'abdomen. On le voit ici, sur une coupe sagittale paramédiale, que ce péritoine, il est plaqué, en fait, contre les parois de l'abdomen. Ce péritoine, il va émettre des lames, qu'on appelle les mésos. Et ces mésos, ils vont prendre la forme des organes digestifs. À partir du moment où le péritoine est sur un organe digestif, on appelle plus ça du péritoine pariétal, mais on appellera ça du péritoine viscéral. Donc, c'est tout ce qui est autour des organes digestifs. D'accord? Oui. Est-ce que c'est un peu comme cette partie-là, conjonctive, qui remplit le. C'est ça. Heureux de l'entendre. Qui est conjonctif. Ça, c'est un revêtement qui est conjonctif. Après, ce n'est pas quelque chose qui remplit la cavité abdominale. Hein. La cavité abdominale, déjà, c'est fait d'organes pleins. Et j'aurais dit que le tissu de remplissage dans la cavité abdominale, c'est la graisse. Mais voilà, c'est une enveloppe. Oui. Donc en fait, dans le péritoine, il y a tous les appareils digestifs. C'est ça. Tous les organes de l'appareil digestif, ils sont enveloppés partiellement ou totalement de péritoine. Une sorte de couche qui enveloppe. Voilà, c'est une sorte de couche, comme on avait vu le péricarde. Le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. La plèvre, c'est l'enveloppe des poumons. Le péritoine, c'est l'enveloppe des organes digestifs. Lorsque ce péritoine, on le retrouve sur la paroi, c'est le péritoine qui est pariétal. Lorsqu'on le retrouve sur les organes, c'est du péritoine viscéral. Mais ok. Oui. C'est là, dans le schéma que tu nous as montré, c'était au niveau, par exemple, des poumons, il y avait aussi le bleu. Alors qu'il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas des organes digestifs. Alors attends. Celui-ci. Celui on voit qu'ici, au niveau des poumons. Ah non, regarde. Les poumons, ils sont beaucoup plus hauts. Là, tu as le diaphragme. Okay. Donc, en haut, tu as la cavité thoracique avec les poumons. Et là, tu as l'abdomen avec le ton péritoine. Donc, les poumons, ils sont beaucoup plus hauts. Je pense que c'est l'insertion du sein qui t'a trompé un peu. Ouais, c'est ça. Parce que normalement, c'est beaucoup plus haut. D'accord. Pardon. Ok. Donc, il faut savoir que le péritoine pariétal et le péritoine viscéral, ils sont en communication l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le péritoine viscéral, le péritoine pariétal, il va tapisser les parois, et au moment où il y aura un organe digestif à ce niveau, il va envoyer une lame séreuse qui va prendre la forme de l'organe qu'on va appeler le péritoine viscéral. Et cette lame-là, on l'appelle le méso. Ok. Il faut savoir que ce péritoine, il a la capacité de sécréter un film liquidien mince. Ok. Le péritoine, c'est une cavité qui est réelle, contrairement à la plèvre, qui est une cavité virtuelle. Donc, je vous ai fait un petit QCM. C'est exactement comme le cœur, en fait.
deux feuillets qui secrètent un liquide fin qui enveloppe un organe. Sauf qu'ici, c'est un peu plus compliqué parce que le péritone, il est commun à tous les organes digestifs. Donc, il recouvre à la fois l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, une partie des organes pelviens. Donc, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc, l'élément représenté par le numéro 19 est du péritoine pariétal. Vrai ou faux? Faux. On voit qu'il se trouve au niveau des organes. Enfin, c'est plutôt un méso ici. D'accord? Donc, ce n'est pas du péritoine pariétal. L'élément représenté par le numéro 16 est du péritoine viscéral. Faux, c'est sur la paroi. Pariétal. C'est pariétal, exactement. L'élément représenté par le numéro 17 pourrait contenir les organes génitaux internes féminins. Donc, ce péritoine, je ne vous l'ai pas dit, mais il tapisse les organes digestifs et il va se mouler sur les organes du pelvis. C'est comme si vous prenez le prof fait cette comparaison-là, vous prenez un drap et vous le laissez tomber sur des objets, ben, il va prendre la forme des objets. C'est pareil pour les organes pelviens, le péritoine. Le péritoine, il va se mouler sur les organes pelviens. Ok? Donc, du coup, là, c'est vrai. Toutes ces inflexions-là, c'est la forme qui est donnée au péritoine par les organes pelviens. Oui? C'est quoi la matière du péritoine? C'est une séreuse. C'est quoi? Je ne suis pas un monstre en histologie, mais laisse-moi réfléchir. Franchement, c'est séreux, quoi. Je ne saurais pas comment te le définir. Genre visqueux? C'est pas visqueux, non. C'est comme un peu le péricarde. C'est fibreux plutôt. On l'a tous dans le corps? Ouais, bien sûr. Et de partout? Non, qu'au niveau de la cavité abdominale. Mais je ne saurais pas comment te le définir. Je ne me suis jamais posé la question. J'ai appris bêtement. C'est séreux. C'est séreux. Ok. Item D. L'élément représenté en 2 est traversé par l'œsophage et l'aorte. Donc, l'élément 2, c'est quoi? C'est le diaphragme. On a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, que le diaphragme, il était composé d'un centre tendineux, qu'on appelle le centre phrénique tendineux. Le centre phrénique tendineux, il présentait 3 orifices principaux, non contractiles. Donc, un orifice pour l'aorte, un orifice pour l'œsophage et un orifice pour la veine cave. Oui. Donc le péritoine, il est collé au diaphragme. Au diaphragme, exactement. Exactement. Là, on voit le diaphragme. Et là, on voit le péritoine. Donc ils sont collés. C'est la séparation de ce qui est pulmonaire et ce qui est digestif. C'est ça, de ce qui est thoracique et ce qui est abdominal. Très bien. Parfait. Donc, la cavité représentée par le numéro 17. Donc, le numéro 13. pardon, 13. Et une cavité réelle. Oui, la cavité péritonéale est réelle. C'est laquelle qui est virtuelle? La plèvre. La plèvre, c'est, comme elle est virtuelle, du coup, elle n'existe pas. Donc, si on prend un poumon, on a un poumon qui est globalement, grossièrement pyramidal. Il a 2 feuillets, et entre ces 2 feuillets, ils sont tellement proches qu'on dit qu'il n'y a quasiment pas de cavité. Alors que la cavité péricardique, c'est une vraie cavité. Elle contient environ 10 cm3 de liquide dans la cavité péricardique. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. OK. Il y a 3 éléments qui sont assimilés à du péritoine, donc des éléments qui sont dérivés du péritoine. Il y a les mésos. C'est bien sûr biologiquement. Qu'est-ce qui dérive du péritoine? Les mésos, les ligaments qui relient un organe digestif à un autre organe ou à la paroi de l'abdomen, et ce qu'on appelle les omentoums ou épiplombs. Donc, qu'est-ce que c'est les mésos? Les mésos, c'est des lames de péritoine, en fait, qui vont partir du péritoine pariétal et amener le péritoine aux organes. Donc, ces mésos-là, ils permettent de suspendre les organes abdominaux dans la cavité abdominale. Donc, si on prend le côlon transverse, par exemple, eh ben, là, on a le péritoine pariétal. Ce péritoine pariétal, il va émettre une lame séreuse, du coup, qui va amener le péritoine viscéral, qui va entourer le côlon. Okay? Donc, c'est ça les mésos. Les mésos, c'est des prolongements du péritoine pariétal qui viennent apporter le péritoine sur les organes digestifs. Et ces mésos, ils sont hyper importants parce qu'ils apportent la vascularisation artérielle et veineuse
des organes du tube digestif. OK? Oui. C'est l'âme qui permet de remplacer les organes. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Non, qui les empêche de se collaber. Il y a un méso qui est particulièrement intéressant, c'est le mésocolon transverse. Donc, ici, on a fait une coupe sagittale médiane de l'abdomen, on a coupé la personne en son milieu, et on a représenté uniquement une partie du tube digestif qu'on reverra dans le cours numéro 2, qu'on appelle le côlon transverse. Okay, le côlon transverse, c'est une des 5 parties du gros intestin. Et ce côlon transverse, il a un méso qui est très particulier parce qu'il permet de diviser partiellement la cavité abdominale en 2 étages. En fait. C'est comme une barre dans la cavité abdominale, ce méso, qu'on appelle le mésocolon transverse, du coup. Et ce mésocolon transverse, il a divisé la cavité abdominale en 2 étages. L'étage qui est en haut, on va l'appeler l'étage sus-mésocolique. Et l'étage qui est en bas, on va l'appeler l'étage sous-mésocolique. Là, il y a une planche d'une éther. Donc là, vous voyez ces mésos qui apportent toute la vascularisation artérielle de l'intestin. Là, vous voyez l'artère mésentérique inférieure, il me semble. Là, vous voyez ces mésos après résection de l'estomac. Donc, c'est bien des lames fibreuses, des lames séreuses, pardon, qui partent du péritone pariétal pour rejoindre les organes. Les omentum. On a vu qu'il y avait, qu'il y avait 3 dérivés du péritoine, les mésos, les ligaments et les omentum. Les omentum, on a deux variétés d'omentum, le grand omentum et le petit omentum. Le grand omentum, qu'est-ce que c'est? C'est la graisse du ventre. Lorsqu'on fait une dissection, on ouvre la cavité abdominale, on touche directement sur cet omentum, et cet omentum, il est inséré sur la grande courbure gastrique. Donc cet omentum, c'est cette couche graisseuse-là. Lorsqu'on fait une dissection, on enlève la peau, les muscles, etc. On tombe sur cette couche graisseuse, le grand omentum, et ce grand omentum, il est inséré sur la grande courbure de l'estomac. On va donner la description de l'estomac, ça sera plus clair. On a le petit omentum, qui est un ligament, en fait, une lame un peu graisseuse, qui relie le foie à l'estomac et qui contient le pédicule hépatique. On y reviendra normalement dans le 3e cours. Ok. On va passer maintenant au dernier organe qu'on verra aujourd'hui, c'est l'estomac. L'estomac, qu'est-ce que c'est? C'est un réservoir musculeux. Donc, on va voir qu'il est constitué de 3 tuniques musculaires dans lequel le bol alimentaire est solubilisé en un mélange liquide qui est appelé le chimie. Donc, au moment où les aliments rentrent dans l'estomac, il y a une transformation sous l'effet des sécrétions de l'estomac qui transforme ces aliments en un liquide qu'on appelle le chyme. À ne pas confondre avec le chyle. Le chyle, on a vu que c'était la substance que les intestins amenaient au vaisseau lymphatique. Okay, donc, les aliments ils sont dégradés dans l'intestin sous l'effet des contractions musculaires et du suc gastrique. On va étudier sa forme, sa situation, ses rapports et sa structure. Donc, l'estomac, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un organe qui est thoraco-abdominal. Attention, ça ne signifie pas qu'il est dans le thorax. Ça ne signifie pas qu'il est au-dessus du diaphragme. Ça signifie qu'il a une projection qui est thoraco-abdominale. C'est-à-dire qu'il est bien situé dans l'abdomen, mais il se projette au niveau des côtes. Je n'ai pas un schéma ici, mais croyez-moi que si on prend le diaphragme, on prend les côtes, et bien l'estomac est situé comme ça. Donc il a une projection dans le thorax, parce qu'il est au niveau des côtes, dans l'abdomen, mais il n'est pas dans la cavité thoracique. Cet estomac, il est situé dans l'épigastre et l'hypochondre gauche au-dessus du mésocolon transverse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la segmentation de la cavité abdominale en 9 parties? Non? Alors, il faut savoir que la cavité abdominale, elle est divisée en 9 parties et on leur donne des noms. Cette région-là, en 1, c'est ce qu'on appelle l'hypochondre droit. Vous avez les schémas, je vous les enverrai de toute façon. 2, l'épigastre. 3, l'hypochondre gauche.
Oui, Ça, c'est depuis quelle vue? Si on regarde du dos là c'est une vue antérieure. Ok. Une vue antérieure. Toutes les vues du poli, c'est des vues antérieures, à part celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous pouvez pas vous tromper. Le muscle 3. La partie 8, c'est ce qu'on appelle le flanc droit. La partie 4, ce qu'on appelle le flanc gauche. 9, région ombilicale. 7, fosse iliaque droite. 6, hypogastre. 5, fosse iliaque gauche. Ok, on reprend. Hypochondre droit, épigastre, hypochondre gauche, flanc gauche, fosse iliaque gauche, hypogastre, fosse iliaque droite, flanc droit, région ombilicale. Ok, donc l'estomac, il est situé là, globalement là. Donc il occupe la totalité de l'épigastre et une partie de l'hypochondre gauche. Cet estomac, il est constitué, il a grossièrement la forme d'une cornemuse, il est constitué de deux parties. Une partie qu'on dit verticale, une partie horizontale. Donc cette partie verticale, elle va contenir deux choses, le fundus de l'estomac et le corps de l'estomac, et une partie horizontale qu'on appelle la partie pylorique. Cette partie pylorique elle est formée de trois choses, entre-pylorique, canal pylorique, pylore. On va revenir sur ça. Donc, la portion horizontale, elle vous est représentée ici. Ok, donc c'est tout ce qui est en haut de ce trait-là. Donc cette partie verticale, elle contient le fundus, qu'on appelle aussi grosse tubérosité. C'est dans cette grosse tubérosité qu'on va avoir des cellules pariétales responsables de la sécrétion acide de l'estomac, le corps, qui fait directement suite au fundus. Et donc ces deux éléments-là, ils vont constituer la partie verticale de l'estomac. La partie horizontale, elle est constituée par l'antre pylorique, le canal pylorique et le pylore. Et retenez que ces trois éléments, ils ont une sécrétion qui est basique. Donc la partie haute de l'estomac, c'est une sécrétion qui est acide. La partie basse, c'est une sécrétion qui est basique, qu'on dit alcaline. Ok. L'estomac, il possède deux courbures. Une grande courbure, on la voit ici, elle est bien grande, et une petite courbure. Ok. Cette petite courbure, elle est divisée en deux parties, une partie verticale et une partie horizontale, par l'intermédiaire de cet angle-là, qu'on appelle l'incisure angulaire. Donc retenez bien que ces deux courbures, elles ont une importance fonctionnelle qui est importante, qui est majeure, parce qu'on a des cercles artériels qui se développent à leur niveau. On a le cercle artériel de la grande courbure et le cercle artériel de la petite courbure. Autre chose à savoir, c'est qu'à droite de la petite courbure de l'estomac, on va retrouver une région qu'on appelle la région cœliaque. Okay. Cette région cœliaque, elle va contenir des artères, des veines, elle va contenir le nerf 10, donc le nerf vague, et quelques lymphatiques. Ok. On va passer maintenant aux orifices de l'estomac. Donc l'estomac, je vous l'ai dit tout à l'heure, il communique avec l'œsophage par l'intermédiaire du cardiaque. Oui. Juste par rapport à l'incisure Angulaire. Oui. Elle sépare quoi de quoi? Elle sépare, en fait, deux trucs, elle sépare la partie verticale de la petite courbure de la partie horizontale de la petite courbure. On voit qu'il y a deux trucs différents, le 1 et le 2. Alors attends, je remets le diapo. En fait, il y a deux parties. Donc là, il y a l'incisure au milieu. On voit que ça fait un trait dans l'estomac. C'est ça. Et donc, la partie 1, elle représente quoi? Alors, partie 1, c'est le corps de l'estomac. Okay. Partie 2, c'est le pylore de l'estomac. En réalité, ce schéma, il ne fait pas référence aux structures de l'estomac, mais il te dit quelle partie de l'estomac, il te décompose l'estomac en fonction des sécrétions qu'on retrouve. La partie 1, donc toute cette partie-là, qui est constituée du corps et du fundus et du corps plutôt, ça contient une sécrétion acide. C'est pour ça qu'on a des plus et H+. Et il y a une réelle séparation ou c'est pour le schéma? Non, il n'y a pas de réelle séparation. Là, c'est juste pour le schéma. Ça m'étonnerait qu'il y ait une réelle séparation. Du coup, l'incisure angulaire, c'est cet angle-là qui se situe dans le creux de la petite courbure.
OK? Donc, cet estomac, il est constitué d'orifices. Donc, il communique avec l'œsophage par ce qu'on appelle le cardia. Donc, le cardia, attention à ne pas confondre avec la carénale, je vous le rappelle. C'est l'orifice de communication avec l'œsophage. Ce cardia, il est ovalaire. Il est situé en dessous et à droite du fundus. Donc, le fundus, il est là. Et le cardia, il est un peu plus bas. Donc, cet orifice de communication, il est un tout petit peu plus bas et un tout petit peu plus à droite que ce fundus. Vous pouvez voir que le fundus, il va s'adosser sur le cardia. Donc, il va un peu comprimer le cardia. Et ça va permettre de créer un dispositif qu'on appelle anti-reflux. C'est-à-dire que le fait que le fundus va appuyer sur le cardia, ça va permettre au moment de la digestion de fermer l'estomac et d'éviter les remontées gastriques. Donc, on va en parler plus en détail. Donc, le trajet des aliments est rendu quasi à sens unique par le cardia, dont l'ouverture et la fermeture est contrôlée. Le fundus exerce en effet une pression sur le cardia, limitant son ouverture, créant ainsi un dispositif anti-reflux efficace. Le fundus, il va s'adosser sur le cardia, il va former un angle qui est très aigu, qu'on appelle l'angle de His. Cet angle de His, il est là. Vous voyez sûrement pas super bien, voilà, il est là. Et il va permettre de comprimer, en fait, d'appliquer une pression sur le cardia et d'éviter que les aliments ne remontent. Là aussi, il y avait une vidéo. Elle n'est pas sortie. OK. Le deuxième orifice de l'estomac. Alors, on va revenir ici. On voit que l'estomac, il a un premier orifice avec l'œsophage et qui communique ensuite avec le duodénum, avec la première partie d'un intestin grêle. Cet orifice-là, on va l'appeler le pylore. Donc, le pylore, pardon, c'est l'orifice inférieur de l'estomac, l'orifice inférieur duodénal. Il est entouré d'un petit sphincter qui est formé d'une condensation de la couche musculaire moyenne de l'estomac. Donc, à ce niveau-là, la couche musculaire moyenne, qui est circulaire, eh ben, elle va se condenser, elle va s'épaissir, elle va permettre d'occlure l'estomac pendant les phases lorsqu'on est à jeun, en fait. Donc, cet orifice inférieur de l'estomac, il est situé à la hauteur du flanc droit de L1. Donc, retenez que terminaison de l'estomac au niveau de L1 et début du duodénum, du coup, au niveau de L1. Donc, l'estomac, il est formé de 4 couches. Une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une séreuse. Donc, on retrouve ici la règle que je vous ai donnée au début du cours. Donc, la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc, la muqueuse, elle forme ce qu'on appelle des plis gastriques. Dommage, dans la vidéo que je voulais vous montrer avant, on voyait une endoscopie de l'estomac. On voyait très bien que la structure, enfin, l'estomac, en vue endoscopique, ça a une vue, ça a une texture qui est irrégulière. Ça forme des plis, ça forme des replis, en fait. Et voilà. Donc, cette muqueuse de l'estomac, elle est formée d'un épithélium qui est prismatique. Donc, prismatique, c'est une autre forme de cellule. Ça désigne des cellules qui sont plus hautes que larges. OK? On appelle ça aussi cylindrique. D'accord? Donc, pavimenteux, c'est la forme d'un pavé. Cylindrique, c'est la forme d'un cylindre. C'est plus haut que large. Cet épithélium, il contient les glandes de l'estomac. Donc, les glandes à sécrétion acide. On a plusieurs types de glandes. On a les glandes cardiales, les glandes pharyngiques, les glandes du corps et les glandes pyloriques. Et ces glandes vont avoir des sécrétions différentes. Elles vont être régulées par des hormones comme la somatostatine et la gastrine, etc. Donc, ces glandes, elles vont tantôt produire une sécrétion qui est acide et tantôt une zone qui est alcaline. Et ça va permettre de créer un gradient de pH dans l'estomac. Et dernière chose qu'il faut savoir, c'est que l'estomac, la sous-muqueuse de l'estomac, elle est richement vascularisée. OK. Donc, vous voyez ici les zones de sécrétion de l'estomac. En haut, c'est acide, en bas, c'est alcalin. La musculeuse, elle est divisée en 3 couches. Donc, première couche, la couche la plus externe, c'est une couche qui est longitudinale. Donc, on voit ici une coupe de l'estomac. Donc, là, on a
si vous voulez, le revêtement de l'estomac, la séreuse. Juste en dessous, on a la musculeuse avec une couche qui est longitudinale externe. Ensuite, elle devient circulaire, puis elle devient oblique. OK? Donc, retenez bien, longitudinale externe, circulaire moyenne, oblique interne. Petite précision, c'est que la couche oblique de l'estomac, elle n'est présente uniquement dans la partie verticale. Dans la partie horizontale, on ne retrouve plus cette couche oblique de fibres musculaires. On retrouve seulement les couches circulaires et les couches longitudinales. D'accord? Et dernier point du cours, le péritoine viscéral. Donc ça, maintenant c'est acquis, j'espère. Il va recouvrir les faces antérieures et postérieures de l'estomac. Merci de votre attention. Alors, comme on va faire des petits QCM, ne partez pas. Allez. Vous avez des questions sur l'appareil digestif? Non? C'était clair? Oui. Plus haut que large, c'est ça. Pavimenteux. Pavimenteux. Bizarre. Vous ne voyez pas mon écran. Bon, alors vous savez quoi? J'arrive pas à partager l'écran. Ah, tu tombes à pic. Non, t'inquiète, Je sais comment on fait pour partager l'écran. Là, je suis sur mes... Ah, voilà, parfait. Je ne remercie pas. OK. Donc, question numéro 1. Ah, la rate est un organe digestif. Vrai ou faux? Faux, c'est un organe qui est lymphoïde. Ça n'appartient pas, c'est une glande annexe du tube digestif, mais ce n'est pas un organe digestif. On l'a placé dans le cours de digestif parce qu'il avait une vascularisation commune avec les autres organes du tube digestif. B. L'appareil digestif se définit comme l'ensemble des viscères permettant la nutrition et rendant les aliments assimilables. Ouais, ça, c'est la définition qu'on donne au début du cours. Le vestibule est séparé de la cavité orale propre par les arcades dentaires. Ouais. Le vestibule, c'est l'espace qui est compris entre les lèvres, les arcades alvéolo-dentaires, et les joues et les arcades alvéolo-dentaires. Et donc, il est séparé de la cavité orale propre par ces arcades dentaires. Les joues sont formées principalement du muscle masséter. Non, c'est quel muscle? Buccinateur, très bien. Le muscle constituant les lèvres appartient à la même catégorie de muscles que le sphincter externe de l'anus. Vrai, c'est un muscle qui est circulaire. Bravo. Question numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit décalage. Bon, alors on va continuer. On verra les schémas après. Donc, si je vous dis le pharynx s'étend de la base du crâne à l'estomac,
avec lequel il communique par un orifice, le cardien. Faux. Faux. Le pharynx, il se fixe en haut à la base du crâne, il se termine en bas, au niveau de C6. Voilà, au niveau du non, avec l'œsophage. Laryngopharynx, c'est un peu plus haut que la jonction avec l'œsophage. L'oropharynx a une largeur de 4 cm. 5 à 2, c'est ça. Donc 5 nasopharynx, 4 oropharynx, 2 laryngopharynx. Bravo. La musculature du pharynx est striée. Oui, c'est vrai. On peut la contrôler. L'épithélium constituant la muqueuse œsophagienne est prismatique. Faux. Ouais, c'est ça. Elle est pavimenteuse, pluristratifiée, non kératinisée. L'œsophage est un organe cervico-thoraco-abdominal. Vrai. Donc, il commence à C6. C'est ça. C'est ça. Il commence à C6, donc il est cervical. Ensuite, on a vu qu'il passait dans la cavité thoracique, puisqu'il passe en arrière de l'atrium gauche. Ensuite, il se terminait en dessous du diaphragme, dans l'abdomen. La couronne des dents est recouverte de séments. C'est d'émail. La racine. À droite de la petite courbure gastrique se trouve la région cœliaque. Oui, c'est vrai. À droite de la courbure gastrique, on a la région cœliaque qui contient le nerf vague, des nerfs sympathiques et des lymphatiques aussi. Donc, l'estomac est vascularisé par la veine porte. Bravo. La veine porte, c'est le foie. Non, Entre l'intestin et le foie. voilà, c'est ça. En fait, la veine porte, c'est l'intestin, donc artère mésentérique supérieure pour la partie gauche du côlon et l'intestin grêle, artère mésentérique inférieure pour la partie droite du côlon, artère splénique, veine splénique pour la rate, et ces trois troncs ils vont former la veine porte. Le laryngopharynx, c'est un carrefour aérodigestif. Ouais. La couche oblique de la musculeuse de l'estomac est présente dans sa partie verticale uniquement. Vrai. Ok. Dommage, j'ai pas les. J'ai 2 autres QCM, mais c'est des schémas. Donc, voilà, c'est terminé. Bravo. Merci. Merci.